Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. Nous recevons ce soir Eddy Marajo, directeur d'Open Soft System. Bonsoir Eddy Marajo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Retrouvons maintenant les titres de ce jeudi 11 février. Excusez-nous pour ce sommaire. Commençons cette édition en bref. L'Élysée a annoncé ce jeudi la composition du nouveau gouvernement de Manuel Valls. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre qui avait quitté le gouvernement en avril 2014, succède à Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Il prend donc la tête du ministère des Affaires étrangères. L'arrivée de 3 écologistes est à noter. Emmanuel Cos, nommé ministre du Logement, quitte la présidence d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Vincent Placé et Barbara Pompili sont nommés secrétaires d'État. 2 ultramarines font également leur entrée au gouvernement. Erika Barreins, réunionnaise, est nommée secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Sa mission sera d'assurer une égalité économique entre les Outre-mer et l'Hexagone. Et Hélène Geoffroy, guadeloupéenne, devient secrétaire d'État à la ville. Parmi les départs, on compte ceux de Fleur Pellerin, ministre de la Culture, Sylvia Plinel, ministre du Logement, Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Dans les fidèles, Jean-Yves Le Drian, Michel Sapin et Ségolène Royal conservent leurs fonctions. Le nouveau gouvernement de Manuel Valls est désormais composé de 38 ministres et secrétaires d'État contre 32 dans le précédent. Revenons en images et en Martinique. À l'appel de la CGTM, les sapeurs-pompiers ont débuté leur grève ce jeudi matin. Un véritable cri d'alarme poussé par les soldats du feu. Ils dénoncent le manque de moyens humains et matériels dans les casernes de l'île. Ce mouvement de grève est sans conséquences directes pour les secours aux personnes. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Les explications des élus ne les ont pas convaincus. Ce matin, les pompiers de Fort-de-France ont manifesté leur mécontentement en barrant l'entrée de l'état-major du service départemental d'incendie et de secours. Ils ont par ailleurs marché dans les rues de Fort-de-France pour alerter les Martiniquais sur leurs difficultés à mener à bien leur mission. En effet, ils doivent travailler avec un manque évident de moyens matériels et humains. Aujourd'hui, ils se disent arrivés à un point de rupture. Sur notre plateforme revendicative, nous sommes tombés d'accord avec M. Birota sur tous les points. Mais tous les points avec un bémol. C'est-à-dire que je vais faire si j'ai les moyens. Vous comprenez bien que nous sommes des personnes intelligentes et que même si notre travail c'est sapeur-pompier, on a la tête sous les épaules et il le faut. Nous n'acceptons pas cette réponse parce que nous tombons dans les promesses et les ventes de rêve. C'est bien, oui. Bientôt on pourra faire du secours. Oui, on va faire ça dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. On nous dit ça chaque année et au final on arrive dans cette situation-là. Donc comme nous sommes des Martiniquais et nous voulons que notre Martinique avance, et que surtout que les sapeurs-pompiers puissent être reconnus comme acteurs essentiels dans le secours en Martinique. Donc nous demandons des moyens pour pouvoir travailler, pour apporter à cette population ce qu'ils méritent, être tranquille. Être tranquille lorsqu'ils sortent de chez eux ou bien quand ils sont malades chez eux, de pouvoir les aider. Belfort Birota a tenu à manifester son soutien aux pompiers en défilant à leur côté. Selon lui, l'avenir financier du SDIS est en jeu. Je n'ai pas pu apporter de réponse précise à toutes leurs revendications parce que je n'ai pas en main toutes les manettes. Pour la bonne raison que, comme vous le savez, nous avons un gros problème financier dû au fait qu'il nous manque une part des contributions que les maires doivent payer. Part qui s'élève à peu près 8 millions d'euros, ce qui représente, disons, 3 à 4 mois de salaire au SDIS. Ça fait beaucoup. Bon, en plus, aujourd'hui, je dois saluer le courage de ces sapeurs-pompiers qui disent enfin, je suis content parce que trop c'est trop. Cette situation a assez duré. Il faut voir l'état de délabrement de nos véhicules. Il faut voir le manque de matériel pour les premières interventions. Imaginez-vous les pompiers interviennent sans gants, sans masque, sans le petit matériel de base. Donc il faut que nous trouvions de l'argent pour régler ce problème-là. En plus,
Je sais que nous sommes dans un contexte financier contraint. Les municipalités ont certainement des problèmes, c'est vrai, je ne disconviens pas, mais je suis décidé à porter ce problème-là au plus haut niveau de l'État. Les pompiers ne comptent pas baisser les bras. Pour eux, il en va de la sécurité et de la prise en charge de chaque Martiniquais. Le carnaval est fini, le carême a débuté hier, mercredi, pour les catholiques. 40 jours pendant lesquels les fidèles se préparent à la fête de Pâques. Une période de jeûne et d'abstinence en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Un reportage de Priscilla Hippolyte. Durant 3 jours, plus de 2000 personnes se sont réunies au stade du Lamentin dans la prière, la réflexion et le chant pour préparer l'entrée dans le carême. Plusieurs sujets ont été abordés, comme par exemple faire de la Martinique et la famille martiniquaise un bijou pour le Seigneur. Ce matin, nous avons rencontré le père Yvan Sanson et madame Marie-Louise qui nous ont parlé du carême. Le carême, en fait, il y a trois idées fondamentales qui nous sont données déjà dans les premières lectures que nous faisons le mercredi des Cendres. Première, la prière. Prendre un temps pour rencontrer Dieu plus intimement. Pas nécessairement des célébrations multipliées, mais prendre du temps pour descendre en soi-même et rencontrer Dieu. Ça, c'est la prière. Le deuxième, c'est le jeûne. Et le jeûne doit être accompagné nécessairement par l'aumône. Si je jeûne aujourd'hui, si je prends un exemple, je ne prends pas de café pendant les 40 jours du carême l'après-midi, j'économise bien sûr un peu d'argent. Cet argent-là, ce n'est pas pour acheter un coco de Pâques la journée de Pâques. Cet argent-là doit aller directement aux pauvres. Et je me souviens qu'une année où des jeunes s'étaient rassemblés et avaient décidé d'aider une jeune fille qui était vraiment dans le besoin. Et à ce moment-là, les jeunes qui économisaient le moindre petit sou un peu partout, on savait qu'on aidait quelqu'un particulièrement. Donc le jeûne va directement avec l'aumône. Et c'est peut-être important, quand on jeûne justement dans le temps du carême ou d'autres temps dans l'année, d'être capable d'associer notre jeûne à des personnes précises. Si je pense entre autres à l'organisation ici, la Saint-Vincent-de-Paul, ce sont des gens qui se donnent toute l'année pour vraiment aider les gens dans le besoin. Donc peut-être que je ne connais pas une personne dans le besoin, mais si je connais une organisation comme la Saint-Vincent-de-Paul, donc à ce moment-là, je peux aider par mon jeûne et par mon aumône à des personnes concrètes. Le mercredi des Cendres, l'entrée en carême. Et je me rappelais aussi qu'à partir de minuit, tout ce qu'on fêtait, le carnaval, tous les vidés, tout s'arrêtait à minuit. On n'allait pas comme maintenant jusqu'au matin pour les danses et les vidés. Enfin, on connaissait ce qu'était le carême, faire le jeûne et l'aumône, la prière, d'accord, mais faire aussi les sacrifices. C'est parce que le Seigneur, de même qu'il a été tenté par l'ennemi au désert, nous serons tentés aussi. Donc, il faut beaucoup d'armes spirituelles pour pouvoir le combattre. Avec l'arrivée cette année de Monseigneur David, la messe descente pour l'entrée du carême a eu lieu pour la grande majorité des paroisses ce mercredi 10 février. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents ou qui ont participé au carnaval, l'imposition des cendres se tiendront dans certaines paroisses le vendredi 12 février. Un peu de culture à présent. La bibliothèque Schellcher propose actuellement l'exposition Pour une esthétique de la rencontre d'Isabelle Tronçon. La peinture utilisée comme langage pour réenchanter l'univers humain. L'artiste transcrit à travers ses œuvres l'effet de ses rencontres et en particulier l'effet de sa rencontre avec le pays Martinique. William Zali l'a rencontré. Depuis le 4 février, Isabelle Tronçon, artiste peintre, expose 27 de ses œuvres à la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France. Une exposition qui a pour thème Pour une esthétique de la rencontre. La rencontre associée à l'éblouissement, à l'enthousiasme, quand elle s'opère de manière fortuite, par hasard, a ceci de particulier qu'elle réenchante l'univers humain et dans le cas d'une rencontre romantique, elle provoque un surgissement de l'inattendu, un choc, une bascule de la vie désintéressée. Dans la littérature, la rencontre est un sujet inépuisable dans l'éloge de l'amour. C'est plus la notion de la rencontre en elle-même que j'essaie d'explorer. Donc
j'invoque également la rencontre avec la Martinique, pour moi personnellement. Donc ça fait 20 ans que je connais la Martinique cette année. Et c'est un clin d'œil au choc que j'ai eu quand j'ai découvert la Martinique. Une belle rencontre parce que ça m'a vraiment interpellée. J'ai rencontré évidemment le pays et sa végétation, mais également le pays et sa population, le pays et son créole, le pays et sa littérature. Donc autant d'émotions que j'ai ressenties à travers mes différents passages ici. Jusqu'au 27 février, Isabelle Tronçon vous invite à un flou schéma, une caricature de cette beauté-là, à travers un ensemble de couleurs entremêlées, comme des identités rapprochées, comme un croisement d'idées et de cultures. Bref, une véritable ouverture au monde, une créolisation du monde, dirait Édouard Glissant. Parlons Saint-Valentin maintenant. Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et s'offrir des cadeaux. Mais que représente réellement la Saint-Valentin dans l'esprit des Martiniquais? Manuela Montlouis et Jean-Pierre Zabulon vous ont posé la question. Reportage. La Saint-Valentin, le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Qu'en pensent nos compatriotes? Et si je vous dis la Saint-Valentin, pour moi, c'est tous les jours. C'est-à-dire, comment vous faites ça alors, la Saint-Valentin tous les jours? Eh bien, si on aime quelqu'un, on l'aime. Si on ne l'aime pas, c'est pas la peine d'attendre le 14 février pour faire l'hypocrisie, parce que moi, je suis allergique de l'hypocrisie. Donc vous n'avez rien prévu avec votre épouse dimanche? C'est prévu tous les jours. Et ça m'a dit quelque chose à un moment donné de ma vie, quand j'avais 18 ans, 20 ans. Mais à 71 ans, la Saint-Valentin, c'est quoi? En plus, mon épouse vient de mourir. Je n'aspire à rien d'autre que de vivre encore pour aller la rencontrer plus tard. Mais à l'époque, avec votre épouse, vous ne fêtiez pas la Saint-Valentin? C'était pas quelque chose? Si, bien sûr. Nous allions manger. Et ce jour-là, exceptionnellement, on faisait l'amour différemment. Bon, la Saint-Valentin, c'est une fête comme toutes les autres. Hein. Donc, il n'y a pas de jour spécial 14 février. Donc, la Saint-Valentin, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Donc, voilà. Ça représente le jour des amoureux, de l'amour. C'est l'occasion de déclarer sa flamme à l'être aimé. Voilà. Vous avez prévu quelque chose pour ce dimanche alors? Pour l'instant, rien de spécial. On va rentrer en métropole malheureusement. Et mon fils s'appelle Valentin, donc on va plus fêter sa fête. Voilà. Monsieur, que représente pour vous la Saint-Valentin? Une fête commerciale. Donc ça veut dire que vous n'avez rien prévu ce dimanche? Non, rien du tout. Juste d'être en famille. La fête des amoureux. Vous avez prévu quelque chose? Oui. Dites-nous tout. Un dîner, un petit cadeau et une petite soirée tranquille. Voilà. La Saint-Valentin tous les jours ou la Saint-Valentin ce dimanche 14 février, c'est vous qui déciderez et tout le monde y aura droit. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Eddy Marajo. Parlons de l'actualité nationale. Donc, ce remaniement ministériel était attendu. 4 ministres quittent le gouvernement et un ancien Premier ministre fait son retour. Qu'est-ce que ces changements vous inspirent, Eddy Marajo? Bon, c'est pas la révolution, le moins qu'on puisse dire. On va retenir que François Hollande prépare les élections. Il sera probablement candidat à l'élection présidentielle de 2017 et il fait un gouvernement d'ouverture, mais une ouverture toute limitée. En fait, c'est un gouvernement de guerre pour préparer une élection avec une volonté d'élargir une base électorale qui lui manque, qui lui fait défaut, en particulier du côté... on va dire du côté du centre droit en allant chercher les écologistes, parce qu'à gauche, c'est un peu compliqué. Les communistes, le front de gauche ne sont pas très favorables à la politique menée par François Hollande. Et le fait de faire entrer 3 écologistes au gouvernement, c'est quand même une grande première. Mais c'est surtout la volonté peut-être d'apaisement de ce côté-là. Par exemple, l'idée de faire un référendum local pour approuver ou non l'aéroport de Nantes, que défend le nouveau ministre, que défendait probablement bec et ongle Jean-Marc Ayrault, le nouveau ministre des Affaires étrangères. C'est une concession majeure, à mon avis, faite aux écologistes, dans l'objectif, non pas de gagner les élections avec l'électorat écologiste, mais surtout d'être présent
au deuxième tour en évitant qu'il y ait un candidat écologiste trop rassembleur, ce qui lui occasionnerait d'avoir beaucoup de voix en moins et qui lui permettrait qui lui éviterait d'aller au deuxième tour. Donc tout ça est très calculé. Oui. Tout ça est très préparé. Par exemple, le retour de Jean-Marc Ayrault, oui. Qui est entre guillemets un fidèle de François Hollande, mais qui avait été poussé vers la sortie par Valls et qui défendait des idées plutôt à gauche, voire très fortement ancrées à gauche. C'est aussi le moyen de rassembler, l'une des solutions de rassemblement de la famille socialiste. Alors justement, concernant Jean-Marc Ayrault, il s'était exprimé sur l'inscription dans la Constitution de la déchéance de nationalité, disant qu'il n'était pas forcément pour, sans s'afficher être contre. Cependant, pour affirmer sa fidélité à François Hollande, il a voté pour à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne montre pas une espèce de décrédibilisation des politiques d'aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Je pense que souvent les gens disent que les politiques ressemblent au peuple. Et moi, je partage cette opinion-là. Je pense que les Français sont des gens extrêmement pragmatiques. Ce sont des gens qui sont extrêmement attachés à la liberté d'opinion, oui. Mais qui, quand il le faut, savent choisir le pragmatisme et le rationnel. Jean-Marc Ayrault est un Français qui écoute sa population et qui sait que s'il va à l'encontre de manière trop frontale de François Hollande, une partie de ce que lui réclament les habitants de Nantes et de sa région va probablement être occulté. Il y a ça aussi dans la balance. Je rentre au gouvernement à la fois pour apporter mon soutien à François Hollande, mais surtout pour obtenir quelque chose pour ma région. Donc ça, c'est aussi un jeu de pragmatisme et de réalisme que l'opinion aujourd'hui partage. Les gens sont très peu sévères sur les retournements d'opinion. On voit des hommes politiques changer de manière assez radicale d'options. Il y en a même qui en font à la fois profession, mais aussi qui écrivent pas mal de bouquins là-dessus. Nicolas Sarkozy était contre le mariage pour tous. Il avait très clairement dit qu'il allait de toute façon éradiquer cette loi Taubira. Et il y a quelques semaines, il a dit non, j'ai changé d'opinion, je suis pour. Mais alors justement, dans le gouvernement actuel, Emmanuelle Coste a été nommée ministre au gouvernement. Alors, oui, tout à fait. Secrétaire d'État. Elle est ministre. Ministre, voilà. Ouais. Et donc, elle quitte la présidence des Verts. Ça crée forcément un litige au sein des Verts. Est-ce que c'est une façon d'unir la gauche ? Je ne crois pas que les électeurs écologistes appartiennent à la gauche, au mouvement écologiste. Je pense que, et on le voit dans les études, on voit que la mouvance écologiste va largement au-delà des partis. Donc en fait, cette mouvance écologiste est d'abord fidèle aux actes, plus qu'aux idées. Ce sont des gens qui sont là aussi très pragmatiques, qui s'éloignent de manière assez progressive d'idées radicales. Les écologistes purs et durs des années 70-80 n'existent plus, sauf dans quelques pays, en particulier en Allemagne. Mais bon, les Verts en Allemagne ont accédé au gouvernement de plusieurs Länder, donc ce sont des gens qui sont devenus un peu plus politiquement corrects. Et je pense que c'est le pari que fait François Hollande, c'est aller prendre les gens qui sont politiquement corrects au niveau de cette mouvance écologiste pour afficher une couleur un peu plus verte. Mais bon, au fond, on sait très bien que l'enjeu de tout ça, c'est bien évidemment l'élection présidentielle. Très bien. Merci Eddy Marajo. Merci beaucoup. Pour partager votre analyse avec nous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.